Bienvenue dans le Processus Talk, le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le Processus Talk. Le podcast, il est où Mario? Il n'y a pas besoin de dire de quoi il parle le podcast. Ah oui, c'est Vu vrai. que maintenant on a la petite intro. D'ailleurs, dites-nous Ouais. en commentaire si l'intro vous plaît. Puis aussi qu'on a un fan club énorme, plus besoin de dire de quoi on parle. Ouais, c'est vrai. Ça, bientôt on dépasse K-Swiss les gars. On vient d'avoir une petite idée, le jour où on dépasse K-Swiss au niveau des Des vues. vues, des C'est quoi, auditions. c'est quoi, c'est 3000 vues, 15 000 Ouais, à vues, peu 6 000 près, vues? je crois. 3000 vues par podcast. Bon bah dans ce cas-là on va faire 5000 vues, comme ça on est sûr on le fume. Voilà, donc partagez, hein. Non, c'est de bonne guerre K-Swiss, on t'adore, tu le sais. T'as pas quelque chose à nous dire, toi? Ah ouais mec, ça c'est vrai ça c'est vrai. Alors, je contextualise un petit peu. J'ai eu 20 milliards de DM sur Insta, des gens qui ont des problèmes aux lombaires, aux genoux, aux chevilles, aux coudes, aux poignets, bref de partout. Et chez les athlètes de force, c'est assez récurrent puisqu'ils font jamais de renforcement articulaire. Ils savent, si ils font go with mobility first. Bah, même les pros, ils font ça. Hein. Enfin ça c'est pour les crossfitters. Malheureusement, c'est nul, ça marche pas. Donc j'ai sorti une gamme de routines pour toutes les articulations. Donc c'est une routine de 4 semaines et surtout c'est une routine qui est progressive. Ça veut dire que tu fais pas pendant 4 semaines la même chose. Pendant 4 semaines ça progresse. Et du coup bah toi aussi tu progresses, ok? Et c'est ultra simple. Là-dedans je te donne en plus de ça 2 astuces pour intégrer tes routines à tes entraînements et que ça prenne pas de temps en plus. Mais voilà, tout est sorti. Le lien est dans la bio. Tu veux pas Et faire des surtout- packs aussi? Et surtout, c'est un prix ultra accessible. Ça veut dire que c'est 35 balles pour une routine. Et puis surtout, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais faire des packs. Donc un pack colonne où du coup tu auras ta routine cervicale, thoracique, lombaire. Un pack bas du corps, bref, etc., etc. Mais en tout cas, arrête de perdre du temps dans tes entraînements. Et puis deviens réellement performant en renforçant tes articulations parce que pour le moment, tu es aussi fort que la plus faible de tes articulations. Donc renforce cette articulation qui est faible et tu verras que tes perfs derrière, elles vont exploser. Bien dit. À toi de jouer maintenant. Où est-ce que t'en es? Moi, je suis toujours en train de finir sur mon système d'entraînement où je tourne les... Là, je suis en plein dans le tournage des modules vidéo pour expliquer aux clients la base de l'entraînement d'endurance, essayer de faire... de leur expliquer un peu tout ce que je connais de manière concise pour que ce soit simple pour eux et qu'on parle la même langue et que quand on collabore sur une programmation, qu'on puisse juste se comprendre et échanger de la meilleure des manières pour avoir le suivi le plus poussé. Donc Ouais. voilà. Après, à côté de ça, je continue sur la formation avec le mentorship de Kevin. Donc ça prend pas mal de temps aussi. Donc on va dire en ce moment, je suis un peu plus en train de me former. Kevin, c'est le gars qu'on va dépasser Ouais, dans le podcast, c'est voilà, K-Swiss. Là, en fait, je fais le mentorship, comme ça, on a ses secrets, ça? Voilà, tu prends tout et on après... réplique et après, on le fait couler, quoi. Voilà, voilà. Non, c'est pas le but quand même, c'est pas le but. Donc voilà, au niveau de mon système d'entraînement, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les entraînements en sport d'endurance ou même que vous souhaitez un coaching, un plan d'entraînement, un programme personnalisé, peu importe, que ce soit préparation physique ou spécifique à ton échéance, trail, cycliste, running, contacte-moi et on aura forcément... Voilà. Dans la bio, dans on la mettra, bio, on mettra exactement. l'adresse email sur laquelle il faut te contacter. Ouais, et puis vous avez plus qu'à me contacter et après, Zai, c'est parti. Hein. Là, ça y est, il est en train de ramener le suivi en endurance au Au next level, ouais, vraiment. voilà. Non, pour le coup, c'est vrai que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais pas si vous connaissez forcément. Mais Non, les c'est pas ça programmes- change, c'est juste une innovation de Ouais, ouf voilà. et t'amènes vraiment ton Ma système, patte à l'édifice. Ma pierre à ta l'édifice. touche perso pour maximiser les perfs. des Ouais, le athlètes but, en c'est d'avoir le endurance. suivi le plus poussé possible, quoi. En parlant d'endurance, C'est le sujet du jour. de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de ma
préparation physique pour les sports d'endurance et plus particulièrement de la préparation physique pour les sports d'endurance de manière globale. On va s'attarder un peu plus sur le trail parce que c'est ce que je pratique le plus, mais les concepts et tout ce qui gravite autour, bah, c'est la même chose pour les autres sports d'endurance, que ce soit cyclisme, que ce soit running, que ce soit même les fondeurs l'hiver, les skis de fond ou même les mecs qui font du ski d'alpinisme. Voilà, c'est des concepts qui reviennent assez souvent sur la préparation physique, donc en salle. Et je pense même qu'on va s'adresser au public qui n'a pas forcément accès à une salle de musculation pour toucher un peu plus globalement la population des sportifs d'endurance, quoi. Mais tout à l'heure au brainstorm, on est d'accord, on a dit qu'on ramenait une étude de cas en parlant de toi, de ta préparation. Ah oui, c'est la première chose que j'ai dit. On parle de moi dans un premier temps. Voilà, de lui, ok. On parle bien de lui. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais c'est que, tu vois, j'ai reçu un message hier sur Insta quand j'ai mis ma story sur les fentes avec Nathan, je sais pas si tu connais Nadjak aux commandes de la prépa. Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est moi qui suis aux commandes. Ouais, on va pas se mentir, on est en grosse collab quand même. Mais bon, et j'ai mis une story et la fille me dit ah c'est cool, ça me rappelle quand tu faisais les cours de renfo. Et en fait, bah oui, parce que la moindre des choses, c'est de pratiquer ce que tu fais faire aux gens. Et juste d'avoir les ressentis, de savoir potentiellement quels peuvent être les défauts sur les exercices, les choses difficiles à réaliser, comment manager l'exercice avec un tempo ou non, bah, ça c'est super important d'avoir ce ressenti-là en tant que pratiquant pour pouvoir mieux comprendre ce que les gens ne comprennent pas forcément sur un exercice ou ce qu'ils ont du mal à faire pour leur donner vraiment les clés avec ta pratique à toi. Donc tu vois, ce message il m'a fait plaisir de leur montrer que aussi aux adhérents ou au coaching que bah, ce que je te fais faire en fait je le sors pas du chapeau, quoi. Ouais. Je le fais sur moi, je vois que ça fonctionne, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer et ensuite on le retransmet et on voit si ça fonctionne sur une grosse population ou sur un plus petit échantillon. De toute façon, les principes sont fondamentaux et ils s'appliquent à tout le monde. Voilà, après, et c'est pour ça que je dis, là, le but, c'est de cibler tous les sportifs d'endurance. Donc, on va parler plus du trail, mais ça s'applique à tout le monde. Exactement. Et de plus, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a Nathan. Comme d'habitude, en fait. Je rigole. Comme à l'accoutumée, nous sommes. Tu sais que la dernière fois, je montais un podcast et il y a un moment où je dis, je suis avec... encore avec Nathan, ça m'a fait trop rire. Et t'as dit encore. Ouais, en fait c'est juste la base du processus. Ouais, vraiment. Ah ouais, je crois que j'ai sorti le encore en mode Mister V. Voilà. Bon. Et du coup, j'étais en train de dire, on est avec Nathan qui est préparateur physique vraiment spécialisé préparation physique plutôt sur les athlètes de force. Les sports de force, donc crossfit, streetlifting, powerlifting, haltéro, ouais. Mais c'est là où, en gros, moi j'aime beaucoup, c'est me dire, moi je suis sportif d'endurance, j'ai sûrement des biais cognitifs par rapport à la préparation physique en sport d'endurance. Du coup, on va voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans. Et à ce moment-là, on va essayer d'introduire les clés des sports de force, de la préparation physique pour les sportifs de force, et voir ce que ça peut apporter au sport d'endurance. Et au final, c'est très intéressant. Et tu vois, hier, j'écoutais un podcast là, je pense que c'est le dernier de Sean, mais qui est en anglais. Et je sais plus qui c'est l'intervenant qui reçoit. Mais en gros, le mec, il dit... en fait, le mec, déjà, il a fait de la prépa physique dans tous les sports, quasiment. Et il le dit, ah, t'es spécialiste de l'endurance, et bah va coacher des sports co. Ouais. T'es préparateur physique pour des sports co, ah bah va regarder, va coacher de l'endurance. Et en gros, il te dit, en gros, c'est si ta spécialité c'est ça, et bah va voir à l'extrême opposé, parce que on en a déjà parlé dans plein de podcasts, mais c'est que si tu prends des choses dans cet extrême opposé, en fait, c'est que tu vas consolider la base de ta pyramide et du coup, tu peux que élever le sommet de ta pyramide encore plus haut. Donc du coup, ça a été quoi le point de départ au niveau de ta prépa, toi? Qu'est-ce qu'on a fait? Juste avant de partir là-dessus, j'ai un truc qui me vient en tête. Et tu vois, c'est ça aussi que je me suis dit. J'étais dans une salle de CrossFit hier, je m'entraînais. Et tu vois, on a plein de matériel. On a une safety bar, on a des kettles, on a des dumbbells. Et je me suis dit, en vrai, ce qui serait super intéressant, c'est de se former sur chaque objet, sur chaque outil, avec un spécialiste de l'outil. Parce que ça veut dire que toi, tu pratiques avec peut-être 50% sur chaque outil, alors que si tu vas voir chaque spécialiste, tu vas pouvoir tirer un truc de plus sur chaque outil et donc augmenter ta boîte à outils et les possibilités de programmation.
Enfin bref, moi, ce qui m'a amené à notre préparation physique à moi, c'est simple, c'est que de base, je viens du crossfit. À la base des bases, en étant plus jeune, je faisais du crossfit et je courais à côté. Ok. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà une base avec tout ce qui est poids libre, avec l'haltérophilie, le squat, les mouvements de force, voilà. Ouais, et du coup en force, c'est ce que j'allais dire. J'ai déjà une grosse base là-dessus. Même si je fais 60 kg et que je suis pas performant là-dessus. Ouais, c'est ça, tu fais 60 kg. Et là, la story que tu as partagée où tu fais des fentes, tu es à 77, ouais. Pour combien déjà? 8 reps. Ouais, tu vois, genre. Mais j'ai full marge, hein. Honnêtement. Mais tu vois, genre, le ratio, il est énorme par rapport à ton poids de corps. Mais honnêtement, je pense que je peux taper des 100 kg. Ouais, mais ça m'étonnerait pas. Et je sens même que sur du 1RM, je serais plus fort en fente qu'en back squat ou en front squat. Je t'assure. Ah, c'est possible. Parce que sur du 8 reps à 77 kg en front squat, je pense que c'est RP 8-9, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais, donc, parce que j'avais un 5 RM à 85. Okay. Donc bref, voilà. Et ouais, le ratio est énorme, tu vois. Donc au final, moi j'ai un gros passé quand même, donc ça m'aide à implémenter des choses un peu techniques, de me faire plaisir dans la préparation physique. Mais le gros du gros, c'est que je me suis dit, comment je peux garder cet aspect physique et cet aspect préparation physique au sein de ma prépa de sport d'endurance. Et deuxième chose, c'est aussi j'avais des petites blessures, des petites complications et je me dis, bah, encore une fois, on va apprendre par soi-même. Hein. Et puis surtout qu'on a quand même bien ciblé voilà. Ça, hein. On a quand même fait beaucoup de travail derrière, là-dessus. sur ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Alors après, juste au-delà de ce qu'on a fait avec Nathan, j'avais déjà fait beaucoup de préparation physique pour le trail et pour les sportifs d'endurance par moi-même, quoi. Donc j'avais déjà aussi une expérience. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que ce qu'on va te dire aujourd'hui, il faut s'en inspirer, il faut prendre certains concepts, mais remettre tout dans son contexte, c'est-à-dire que tu as quand même quelqu'un qui est expérimenté en salle de musculation et en préparation physique. Si toi tu débutes la salle de musculation et que tu te mets sous une barre à 100 kg alors que tu n'as jamais fait de squat, oui, tu as potentiellement de la force, mais peut-être que tu as de la force au niveau des hanches et des genoux, mais tes chevilles et ton dos, ils vont peut-être pas kiffer, tu vois. Parce qu'ils sont pas prêts. Parce qu'ils sont pas prêts. Donc vas-y progressivement et je t'assure qu'au bout de 6 mois, 1 an, ça peut paraître long, mais malheureusement, ça prend vraiment du temps parce qu'il faut acquérir les compétences techniques déjà, acquérir le feeling sous la barre, acquérir le feeling avec des charges externes. Ouais. Donc une fois que tu as appris tout ça, tu peux vraiment te faire plaisir. Mais on peut faire des choses très simples et avoir des résultats de ouf. Et voilà, et vu que toi, tu as déjà un bon niveau, une bonne technique, une bonne conscience corporelle, bah, ça nous permet de faire des choses assez poussées, mais ça reste quand même très simple. Oh, on n'est pas en train de faire des trucs farfelus sur des surfaces instables. Ah bah si je fais du trail, je fais le bosu. Hein. Un pied et tu maintiens, et il y a même quelqu'un qui me pousse comme ça. Avec un Swiss ball light. Pour qu'il y ait plus d'énergie. Bon, rentrons dans le concret, parce que là les gens ils se disent, putain ils teasent, mais oh, on en vient... Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Tu commences? Bah du coup non, mais déjà, c'était quoi tes bobos? Parce qu'on a quand même mis l'accent là-dessus. Mes bobos, il y avait 3 points cruciaux. Point numéro 1, on a commencé ça il y a 2 mois, donc en mars, on va dire. Ouais, fin avril. Fin mars, début avril, voilà, exactement. On a commencé en mars, j'étais blessé depuis octobre au genou, rien à voir avec la préparation physique, juste j'ai fait une échéance avec un ami à moi, j'ai fait une compète, on peut appeler ça comme ça, même si c'était en off. Clairement, j'étais pas assez entraîné pour. Et je me suis blessé au genou. Pendant 6 mois, je suis revenu progressivement à l'entraînement en travaillant sur mes genoux en préparation physique et surtout en m'attardant sur le trail, la course à pied, mon sport clé. Voilà, j'ai vraiment managé les volumes et les intensités. C'est-à-dire que je faisais des semaines à 50 km et bah, j'ai recommencé des semaines à 9 km. Let's go. Voilà, donc pendant 6 mois, ça a été assez long, de octobre à mars. Et après, à mars, je sentais que mon genou était toujours un peu faible et tout, et j'avais de temps en temps des petites douleurs. Donc on a mis l'accent sur le genou. Je pense que c'était un syndrome fémoro-patellaire. À vrai dire, comme on l'a déjà dit dans plein de podcasts, on s'en fout. J'avais juste mal au genou à l'extérieur sur des chocs répétés sur du long terme. Voilà, donc le genou. Numéro 2, c'était cette cheville là sur le côté, un peu... Donc la cheville gauche? Ouais, cheville gauche, c'était nouveau, vraiment.
J'avais aucune réponse à mes questions. Alors que tu n'avais pas la cheville tordue ou quoi? Pas la cheville tordue parce que je peux me faire des grosses chevilles, j'ai aucun risque là-dessus, je suis hyper lax, ça me fait rien du tout. Donc voilà, j'ai déjà planté mon pied entre deux cailloux et je suis parti de l'autre côté, il s'est jamais rien passé. Bref, donc voilà, la cheville. Et dernier truc, ça je t'en avais pas forcément parlé, mais au final ça a bien fonctionné, c'était des... je sais pas si on peut appeler ça fasciite plantaire, mais j'avais des fois des douleurs sous les pieds. Sous les pieds, ouais. Ouais, avec comme des gros pics, des gros poignards qu'on m'enfonçait. Donc voilà les 3 points clés. Genou, cheville, mais on peut pas trop dire ça comme ça parce que je pense que plus que c'est un problème nerveux, parce que ça me remonte même sur le côté du tibia à gauche, et sous les pieds. Voilà un peu le background de blessure, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est sur quoi on a travaillé. Ok. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? Je vais pas te mentir, j'ai pas toute la prog en tête. Bah, j'ai tout en tête. Parce que j'en fais tellement des progs Bah ouais, c'est logique. mais la prog en tête, en gros déjà, ce qu'on a commencé par faire, c'est se dire où est-ce que je vais être performant et quel est mon sport. C'est la première chose qu'on s'est dit. Ouais, bah oui. Alors on s'est pas forcément posé la question parce qu'on se connaît et on sait. Mais en gros, le trail, plutôt sur des distances longues, donc pas des formats très rapides. Enfin, longues, je m'entends, c'est du 40 km, c'est pas long. Pour nous. Ça, ouais, si, pour moi, si, ouais, c'est clairement long. Pour nous, c'est des trails ultra rapides, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc pas des trails de 10 bornes à bloc. Et des douleurs assez régulières à 3 points bien spécifiques. Donc ça, c'est le point de départ. La programmation, on s'est dit qu'on allait l'axer sur les pieds et les chevilles et qu'on allait maintenir, sur les pieds et les chevilles au niveau de la rehab et du renforcement bien spécifique. Articulaire, ouais. Voilà, exactement. Alors qu'au niveau des genoux, on s'est plutôt dit qu'on allait s'attarder sur la force et des mouvements beaucoup plus polyarticulaires et beaucoup plus globaux. Donc déjà avant, tu faisais du haut du corps un peu, là, on a tout enlevé. Ouais, avant, je faisais du haut du corps tout simplement pour l'aspect esthétique. Ouais, et là, mais là attends, déjà aussi, t'as oublié de parler de ton échéance. Hein. Ouais, mon échéance, elle est en... Mon échéance, MCC, 26 août 2024. C'est quoi MCC? Martigny-Comble, MC, Chamonix, c'est... Combien de kilomètres? 40 km, 2300 de dénivelé positif et 2800 de négatif. Ok. On part plus haut que l'arrivée. Donc plus bas que l'arrivée. Donc une course pour les chamois, quoi. Ok. Ouais, c'est aux alentours entre 4h30 et 5h de course. Donc là, du coup, voilà, c'est le projet Road to Chamois. Road to MCC. Ok. Alors déjà, du coup, sur les chevilles, ce qu'on a commencé par faire... Déjà, on a fait quand même pas mal de taf sur les orteils. Parce que mine de rien, tu peux pas dissocier la cheville des orteils. Voilà. En fait, moi, de l'extérieur, comment toi, tu as planifié et comment tu as commencé à rentrer dans la préparation physique, peut-être qu'on va recontextualiser ça aussi. J'ai 2 séances de 1 heure par semaine. Ouais. Voilà. Avant, je faisais 3 séances. Là, on est dit, on se rapproche de l'échéance, on enlève une séance et on fait 2 séances et on se concentre là-dessus. Et si tu veux mon avis perso, venant du CrossFit, faisant de la préparation physique ou même des WOD 3, 4, 5, 6, 7 fois dans la semaine, moi, je me disais, c'est impossible de progresser en 2 séances par semaine, vu le passé que j'avais. Bon, le mythe est démonté, casser la bouche, pied-bouche, genou-bouche, drop de mic. Voilà. Non, vraiment, pour le coup. La preuve qu'on peut avoir des résultats. En fait, c'est en ciblant correctement, en s'attardant sur les choses qu'il faut s'attarder, et surtout, en mettant la bonne intention et intensité sur les 2 séances, mec, j'ai des résultats énormes. Et en plus de ça, j'ai déjà un passé. Donc, comme on le dit assez souvent, si tu es débutant, tu vas progresser encore plus vite que moi. Ouais, ça veut dire que si toi, tu as eu 20% de progression, voilà. un débutant, il aura 80% oui, vraiment. Non, mais vraiment, de sérieux. progression. Ouais, c'est clair. Et ça me fait penser aussi que je me souviens que quand on faisait la prog, tu me disais, ah mais mec, c'est beaucoup, genre jamais je vais tenir la séance, il y a beaucoup trop d'intensité et tout. Et au final, tu m'as dit, ah bah en fait, ça passe bien. Ouais. Au final, c'est tip top, tu vois. Je mets entre 1h et 1h10. Ouais. Échauffement compris. Et non, mais même aussi sur les intensités, tu me disais, attends, là, sur des exercices de renfort, tu veux que j'aille sur un RPE 8-9 Ouais, mais il n'y avait que 2 séries et tu fais 2 séances par semaine. Et puis ça reste quand même
loin comment dire, des efforts que tu rencontres dans ta course. Carrément. Donc au final, je dis pas qu'il n'y avait pas d'impact, mais que l'impact était quand même pas, était minime, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Sur ta course à pied. Très clairement, ce que j'ai fait, c'est que moi, je vais en préparation physique le mardi et le jeudi. Ouais. D'accord. Le mardi matin, je fais la prépa et l'après-midi, je me mets une grosse intense en trail dans la côte. Là, je sens vraiment l'impact du matin par rapport à l'après-midi. En plus, le matin, je fais les fentes. Ouais. Donc Ah ouais, sur de l'unilatéral, plus l'après-midi de l'unilatéral, vu que c'est de la course à pied en bosse, là, je le sens vraiment comparé à si j'étais frais. En revanche, le jeudi, je fais que de la prépa physique. Et là, ouais, c'est une journée normale, quoi. Okay. C'est intense, mais ça dure 1 heure et voilà. C'est beaucoup plus musculaire et nerveux que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc bon, voilà. Et du coup, on en revient à comment on a planifié. Ouais. Bah, toi, tu t'es attardé sur les pieds, comme tu l'as dit. Ouais. Je te rappelle juste la prog vite fait, comme ça, après, on en parle et tu sais de quoi tu parles. Tu l'as là même bien. sur ton tel, sinon... Ouais, je l'ai. parce que je sais pourquoi j'ai fait tel ou tel exercice, mais je me souviens plus ce que j'ai fait dans l'ordre. Parce qu'il y a aussi, on peut aussi parler de ce côté organisation, tu sais, qu'on a fait pour gagner du temps dans ta séance. Bah parce ouais, que, voilà. Parce qu'on a réussi à intégrer et ce travail de renforcement articulaire au niveau pied-cheville et ce travail de force et de renforcement un peu musculaire pour ton trail, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas possible, alors qu'en fait, si, c'est carrément possible. En 1 heure, je dois faire 8 ou 9 exercices. Ouais, mais voilà. Ça, c'est flexion max orteil, on avait fait? Non, Force Max. C'est le cyclist squat. Ah oui, pardon. C'est là. C'est ISO bah là, du coup, normalement, j'ai changé. Je faisais de la flexion des orteils. Voilà, ouais, c'est ça. Et tu venais pousser. Voilà. Pousser vers l'extension des orteils. En gros, ce qu'on a beaucoup mis, c'est ce qu'on appelle de l'isométrie positionnelle. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, on a placé son pied dans une position d'étirement, ses orteils dans une position d'étirement. Et depuis cette position d'étirement, eh ben, tu dois contracter ce que tu es en train d'étirer. Donc, tu contractes comme si tu voulais sortir de l'étirement, mais vu qu'il y a une résistance, par exemple, là, c'était le sol. Il faut imaginer qu'il tendait sa pointe de pied, un peu comme une danseuse de ballet, avec les orteils donc bloqués contre le sol, et il venait contracter comme s'il voulait pousser avec les orteils dans le sol. Donc il n'y a pas de mouvement, il y a juste cette contraction, cette intention de contracter et de pousser dans le sol. Ouais. Et juste ça, donc on a commencé sur des temps de 30 secondes. 30 secondes, très léger. Où on faisait que 2 séries par côté. Et à 40-60% d'intensité. Voilà. D'intention. Et 40-60%, si tu mets vraiment ce pourcentage-là sur 30 secondes, à 60%, tu as quand même à la fin cette sensation de muscle qui commence à brûler. Un peu comme si tu faisais une série, par exemple, de biceps curl, où à la fin, tu sens vraiment le muscle qui brûle. Okay, là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de charge, pas de mouvement, que tu ne peux pas retrouver cette sensation-là. Et si je peux même pousser plus loin, pour le coup, même si j'ai une expérience en préparation physique et tout, sur ce genre d'exercice, au niveau des orteils, j'étais totalement débutant. Ouais. Donc, tu n'avais jamais taffé dessus. J'avais jamais taffé dessus. En tout cas, parce que le trail te fait quand même travailler sur tes orteils. Bah oui, voilà. Mais je veux dire, tu n'avais jamais fait de travail spécifique en salle. Voilà, en salle sur les orteils, et encore moins de l'isométrie positionnelle en flexion des orteils vers l'extension. Ouais, ça paraît ridicule pour les gens, mais en fait… c'est ultra intéressant. En fait, ça marche. Et le premier retour que je t'ai fait, c'était quoi? Je sais pas si tu t'en souviens. Non, je me souviens pas. Je t'ai dit… Ah ouais, mec, ça défonce, non? Ouais, et je t'ai dit ça, mais le deuxième que je t'ai dit, c'est surtout 40-60%. Mec, j'en sais rien, j'ai tellement pas de force, tellement que je l'ai jamais fait. Mais c'est ça, souvent au début, quand tu démarres ce genre d'exercice-là que tu n'as jamais fait, tu n'as aucun ressenti. Mais vraiment? Donc, déjà, première astuce. Tiens, donnons une astuce. C'est que, donc là, ce que tu devais faire, c'était enfoncer les orteils dans le sol. Globalement, tous tes muscles qui vont faire l'extension des orteils, ils sont à l'avant de ton tibia. Donc, ce que toi, tu peux faire, c'est placer ta main à l'avant de ton tibia et sentir que tu contractes. Okay, tu sens comment c'est quand tu es en étirement et que c'est relâché, et tu sens comment c'est quand tu mets cette intention de contracter. Déjà, comme ça, tu sens une différence au toucher, et du coup, tu es sûr de déjà travailler. Après, c'est juste une question d'intention, et à force de répéter ça, la connexion vient se créer. Et il y a un moment où tu vas dire, putain, en fait là je suis en train de sentir que je suis en train de forcer,
et même que je suis en train de forcer à 60%. Ouais. Et surtout qu'en plus, c'est des amplitudes, vu que tu es en fin d'amplitude, où tu as peu de force. Ouais, bah par Donc, définition. Ouais. en gros, on va dire sur. Imaginons, j'arriverais à pousser 100 kg avec mes orteils, et bah, viser un 60%, c'est 60 kg ou 40 kg. C'est plus simple que viser 60% de 8 kg, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien, La marge est beaucoup plus fine. Donc voilà, au niveau des orteils, mais comme là Nathan vient de l'expliquer, vraiment, moi, j'avais aucune sensation. J'ai juste, là pour le coup, c'est juste de la persévérance. J'ai vu que j'avais déjà eu cette sensation sur la rotation interne de hanche où j'avais aucun contrôle moteur, aucun afflux nerveux. J'ai répété 2 fois par semaine pendant 4 semaines. À la fin, j'avais beaucoup plus d'informations qui parvenaient au niveau de mes orteils. C'est pour ça que sur des exercices assez spécifiques comme ça, il faut persévérer, il faut mettre l'intention. Même si au départ, tu ne sens rien du tout, ce sera le cas dans tous les cas. Et à la fin, j'avais beaucoup plus de sensations. De là à dire que j'arrivais à gérer un 40-60%, pas du tout. Je ne vais pas te mentir, je faisais un 100% tout le temps, mais vu que j'avais tellement pas de force, il y a des moments en plein milieu de ma série de 45 secondes, je sais pas, je dis une bêtise, semaine numéro 3, 45 secondes, je force, d'un coup j'ai plus de force, et je retente, tu vois, de reforcer. Ouais. Et puis voilà, et au moins j'étais sûr de... En fait, je l'ai fait à 100% parce que j'avais pas de douleur. Ouais, ok. Mais bon, de toute façon, on sait très bien que dans les faits, c'est impossible de tenir un 100%. 100% pendant 45 Voilà, secondes, exactement. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, la connexion, elle vient se créer. Et quelque part, si tu n'as pas de connexion, bah, c'est là en fait où il y a un problème. Ouais. Parce que du coup, bah, si tu sais pas créer cette connexion, espère pas que quand tu cours, tu sais la faire, cette connexion. Ouais. Et que du coup, tu es efficace, tu es fort Bah à ouais. 100% sur ta foulée. Surtout quand tu te concentres pas dessus. Ouais, bah voilà, parce qu'en même temps, ton but, c'est pas. Voilà, Oui, c'est de courir. voilà, c'est pas te concentrer dessus. Et je suis pas là en train de tendre mes orteils dans ma chaussure. Ah, quand je c'est cours. marrant, là, sur ma Ouais. foulée, je suis en train de tendre mes Ouais. Et en plus de ça, du coup, cet exercice-là qu'on a fait, vous pouvez vous dire, mais pourquoi vous l'avez fait en flexion des orteils vers l'extension? Bah en fait, tout simplement parce qu'on l'a fait dans les deux sens. Donc, j'allais y venir, c'est qu'on a aussi travaillé sur ces orteils, cette fois-ci, et comment dire, tout à l'heure, il faisait la pointe de pied C'est comme dur à définir à l'oral. Hein. à l'oral, comme une danseuse, et en gros, là, il faisait l'inverse, il venait replier les orteils. Dans le plan incliné, ça, on le faisait? Ouais, non, je l'ai fait au sol et juste j'allais au max de l'étirement. Parce que sinon, tu peux le faire contre un mur, c'est que tu Ouais. gardes ton pied posé au sol, et puis tu viens, en fait, pousser avec ton pied contre le mur, de sorte à ce que le mur te redresse les orteils. Et là, du coup, tu sens cet étirement au niveau des orteils, sous le pied. Ça peut même remonter au niveau du mollet. Et puis là, tu viens contracter comme si avec tes orteils, tu voulais pousser dans le sol. Ouais. Donc, voilà, on l'a fait aussi dans l'autre sens. On a aussi quand même... Premier bloc, du coup. Premier bloc, du coup, donc on a aussi gardé quand même du travail de force. Pourquoi on l'a mis en premier? Pourquoi on a mis le travail de force Ouais. en premier? Parce que faut imaginer que quand tu fais une séance de prépa physique, tes ressources, ton énergie, elle n'est pas illimitée. En gros, ce qu'on se dit, c'est que, ok, premier lift, premier exercice de force, il va me coûter 80% de mes ressources en énergie. Donc, on va caler ce premier bloc-là lourd parce qu'on cherche la stimulation nerveuse maximale. Et l'idée, c'est d'augmenter ton niveau de force de façon, on va dire, un peu globale parce que la force fait que tu cours mieux, fait que tu es plus économe sur ta course, bref, etc. Bon, là, il n'y a pas photo et je crois qu'il faut qu'on arrête d'essayer de vendre la force. Hein. Au bout d'un moment, teste et tu auras les résultats par toi-même. Et tu verras en fait, Ouais. constate par toi-même, hein, si tu ne nous crois pas. En fait, j'ai envie de te dire, si tu commences à faire du 20 reps, tu te trompes totalement parce que c'est ce que tu fais tous les jours quand tu vas courir. Et puis en fait, ouais, c'est ça. Et puis en fait, le fait de faire tout le temps des séries longues, parce que c'est ça le mythe dans les sports d'endurance, c'est que vu que tu fais des sports d'endurance, il faut faire des séries longues. Ouais. Il faut faire des séries longues. Non, fais des séries courtes. Déjà, première raison, t'en fais pas, t'en fais jamais. Donc c'est ça qui va t'amener la plus grosse progression. C'est là où tu as la plus grosse marge de progression. Et en fait, non, c'est juste. Et numéro 2, tu t'exposes jamais à des charges maximales, Ouais. ou du moins juste lourdes. Et là, tu le fais. Et la force sur des séries courtes, augmente ton niveau de force globale et du coup,
diminue déjà ton risque de blessure, augmente ton économie de course. Il y a aussi le fait de travailler avec des charges lourdes, un gros impact sur tes tendons. Ouais. Donc ça, ultra intéressant pour quand tu sais qu'en course à pied, la plupart des blessures, c'est des blessures d'usure. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça. Et dans les blessures d'usure, tu retrouves souvent les tendinopathies ou tendinites pour ceux qui ne connaissent pas le terme exact. Mais voilà, donc du coup, là, sur cet exercice de force qu'on a fait sur cette première séance de la semaine, c'est du cyclist squat. Cyclist squat, c'est une variante de squat où tu viens surélever tes talons et ce qui fait que quand tu descends, tes genoux avancent très très loin par rapport à tes orteils. Donc là, on a cherché un 3 RM. Ouais, c'est simple. J'ai commencé sur du 5 RM avec pause en bas. Ouais. 1 seconde de pause en bas. Ensuite, j'ai enlevé la pause. Ensuite, j'ai fait 4 RM, 1 seconde de pause. J'enlève la pause. 3 RM, 1 seconde de pause. J'enlève la pause, etc. etc. Jusqu'à quand la semaine avant l'échéance, parce que j'ai une échéance intermédiaire dans 1 semaine, d'ailleurs, dans 2 semaines. Et la semaine avant, dans l'affûtage, petite aparté, le but, ça va être d'aller chercher 1 RM. Pourquoi? On pourrait dire, mais t'es totalement débile à 1 semaine de ton échéance. Non, mais en même moins d'1 semaine, parce que ce sera le mardi et l'échéance, c'est le samedi. Pas du tout. En fait, le but, c'est d'aller chercher un 1 RM pour avoir un max d'intensité, mais un minimum de volume. Ouais, parce que, Voilà. mais même déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la consigne là-dessus, sur ce premier lift qui te coûte 80% de ton énergie, donc là, en l'occurrence, c'était du cyclist squat, le but, c'était quand même d'aller chercher un top set. Ouais, seul. C'était pas de faire 15 séries pour faire ta montée en charge. Ok, tu vas chercher un top set. Un top set, c'est quoi? C'est tu vas chercher, donc admettons, je dis à Jenny, tu dois faire un 3 RM en cyclist squat, et tu vas chercher la charge la plus lourde que tu peux faire. Donc, première fois que tu fais, c'est vrai que tu tâtonnes un peu. Mais quand tu sais qu'à ta première séance, tu as fait, allez, admettons 100 kg, j'aime bien, c'est un chiffre rond, c'est facile à comprendre. Surtout que c'est ce que je fais, tu vois. Tu as fait 100 kg. Pas du tout. Et tu sais que la prochaine fois, vu que c'était 100 kg, tu vas aller chercher soit un nouveau PR, donc peut-être 101, 102, soit ton max du jour. Donc tu sais qu'il va être autour de 100 kg. Donc moi j'aime bien, je fais des montées en charge assez rapides. D'ailleurs je fais une story pas plus tard qu'hier. Je voulais tenter un 3 RM en front squat à 120. J'ai fait 60, 90. Mon dernier 3 RM c'était 117. Donc j'ai fait une répétition à 117 pour voir comment je me sentais à ce poids-là. Et ensuite je me suis dit, ok, je me sens bien. Je vais tenter 3 kg de plus, 120. Et puis si je me sentais pas bien, je me serais dit, ok, je reste à 117, voire même je vais descendre, je vais aller à 115, tu vois. Et là, l'optique c'était la même, ok. Et du coup, aller chercher ce top set, ce 3 RM en cyclist squat pour Jenny, allez, ça lui prend quoi, 10-12 minutes et puis c'est plié quoi. Ouais. Moi, je fais échauffement, montée en température dans mon échauffement, donc ça me prend 15 minutes. Échauffement, on a déjà parlé des 7 étapes. Voilà, les 7 étapes de l'échauffement. Et après, derrière, je fais la montée en charge, je fais 60 kg, 80 kg, 90 et à partir de ce moment-là, j'avise. Tu vois, donc c'est rapide aussi. Ouais, mais voilà. Et on a rajouté aussi... Attends, juste pour finir sur ce premier bloc, pour que les gens aient des idées de comment agencer leur séance. Du coup, premier bloc, on a fait de la force maximale, on a défini un temps. J'ai 10 à 12 minutes pour aller chercher ce 5 RM. Et depuis tout à l'heure, et Nathan l'a dit à un moment, on fait un peu une erreur de vocabulaire, mais en réalité, c'est pas un 5 RM, mais plutôt un X RM du jour. Parce qu'en fonction de la forme du jour, ça ne sera jamais le même... Non, ça reste un 5 RM, juste on adapte... Du jour. Voilà. Voilà, oui. Oui, ok. Mais ce sera pas une répétition maximale absolue, quoi. Voilà, PR. c'est pour ça. Le but, c'est soit d'aller chercher un nouveau PR, soit le max du jour. Voilà, exactement. Du coup, j'avais 10 à 12 minutes pour aller chercher ça. Et toi, tu m'avais dit, et ça d'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais jamais implémenté dans mes séances de prépa. Tu m'avais dit, moi, je veux juste que dans les 10 à 12 minutes, ou voire même pendant ton échauffement, tu me rajoutes 3 séries d'isométrie positionnelle au niveau des orteils. L'exercice dont on vous parlait tout à l'heure. Et ça a été super intéressant parce qu'au final, ça veut dire que mon premier bloc, il ne durera pas plus que 10 à 12 minutes. Voilà. Et du coup, par exemple, tu fais ta première barre, tu as dit à 60 pour ta montée en charge. Okay, elle a peut-être fait 10 reps pour se chauffer. Bam, direct après ça, je me mets en position d'étirement au niveau des orteils. Je contracte. Bam, de chaque côté. Allez, ça y est, j'ai déjà fait une série. J'ai clairement fait 3 reps pour me chauffer.
Mais parce que tu as fait une préparation aussi. Ouais, bah j'ai fait. Tu as fait la bonne préparation. Les 7 stage process. Ensuite, qu'on avance un petit peu. Bloc numéro 2. T'as rajouté des lift-off extension des orteils Ouais, là, dans ce premier bloc. Ouais. En fait, dans le premier bloc, au bout de 4 semaines, j'ai enlevé l'isométrie positionnelle. Ouais. Et j'ai mis de l'isométrie positionnelle en overcoming au niveau des adducteurs en fin d'amplitude de raccourcissement. Mhm. D'accord. Là, c'est compliqué, là, ce que tu racontes. Bah, en gros, il s'est mis juste à faire du travail de renforcement sur les adducteurs, donc il a un peu bougé le problème. Et puis, il a rajouté du travail. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que j'avais une tension à l'adducteur, c'est tout. Voilà, très bien. Et j'ai continué l'extension des orteils, mais cette fois, au lieu d'être dans la fin d'amplitude de flexion des orteils vers l'extension des orteils. Ouais. D'accord. Tu avais le pied à plat. J'avais le pied à plat et là je faisais des lift-off, donc je décollais mes orteils le plus haut possible par rapport au sol. Et du coup je travaille toujours sur le spectre de l'extension des orteils, mais cette fois à l'opposé de l'amplitude. Et puis du coup avec du dynamique en vrai. Et avec du dynamique. Donc voilà pour le premier bloc. Donc ensuite, deuxième bloc, on avait de nouveau de l'isométrie positionnelle, donc sur les orteils, mais dans l'autre sens. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, pied contre le mur, avec le mur qui te redresse les orteils. Ouais. Et puis tu viens contracter pour pousser avec tes orteils dans le Ou mur. imagine-toi juste que tu es debout, tu te mets pointe de pied tendue et tu essayes d'enfoncer tes orteils dans le sol. Voilà. Avec du coup un split squat. Split squat, c'est simplement une fente et puis je viens descendre dans ma fente, voilà. Et je remonte. Et mes pieds restent... Ils restent immobiles, exactement. C'est pas une fente où je viens ramener mes deux pieds côte à côte ou une fente vers l'avant ou une fente vers l'arrière. Okay, c'est vraiment une fente immobile. Et là, tu vois, pour le coup, on n'avait pas fait tu as 10 minutes pour aller chercher X max ou tu fais les 3 séries dans les 10 minutes. Là, ce qu'on avait programmé, c'était un enchaînement, un biset. Donc je faisais mon split squat, je faisais mon isométrie positionnelle sur les orteils à droite. Ensuite, je faisais ma fente à droite. On parlera du tempo et des reps et de l'intention après. Je faisais mon isométrie à gauche, ma fente à gauche. Et à ce moment-là, je prenais un petit peu de temps de récup. Et même si tu veux mon avis, je prenais quasiment pas de récup parce que j'avais largement le temps de récupérer pour l'autre jambe. Entre les isométries positionnelles qui durent entre 30 secondes et 1 minute, ça me laisse largement le temps de me reposer avant de repartir sur l'autre jambe. Le split squat, il est quand même hyper intéressant pour toi. Alors, on a vu du split squat sur des séries longues par rapport à notre premier bloc. Ça veut dire que là, on faisait des séries de 6-8 reps. Ouais, et je suis même monté jusqu'à 10 reps. Je suis allé les premières semaines, je suis monté jusqu'à 10 reps. Pas la prog. Donc l'idée là-dessus, c'était d'aller stimuler quand même un petit peu l'hypertrophie, on va pas se mentir. Mec, tu fais de l'hypertrophie alors que t'es un coureur. Oh, gros, j'ai pris de la masse musculaire tu vas être énorme. donc l'idée, c'était de stimuler quand même un petit peu le musculaire. Est-ce qu'on avait mis du tempo sur les premières semaines? On avait mis du tempo sur les premières semaines, 2 secondes de descente et 1 seconde de pause en bas. Voilà, donc l'idée, c'est que en plus de travailler sur le musculaire, ce tempo permet de travailler un petit peu sur les autres structures comme les tendons, les ligaments, tout ça. Le cerveau aussi, d'un point de vue mental. Donc ça nous permet de renforcer tout ça. C'était super dur. Et puis ce travail de fente, il est ultra intéressant parce que ton pied arrière, il est ultra actif vu que tu as les orteils plantés. Ouais, et du coup c'est ça que je faisais. En gros, celui où je faisais l'isométrie positionnelle, je le mettais en arrière. Ok. Ouais, ok, très bien. Et donc ça nous permet quand même d'intégrer en fait ce travail de pied, de renforcement des orteils dans un mouvement plus global parce que comme on l'a dit, quand il court en fait il n'est pas en train de se concentrer sur ses orteils, il y a tout qui se passe en même temps. Donc là on vient rajouter ces orteils dans un mouvement plus global. Et puis quand tu fais ton split squat, donc tu descends en fente, tu as globalement 50% de ta charge sur ta jambe avant, 50% sur la jambe arrière. Et il y a un truc qui est ultra intéressant aussi, dont on ne parle pas souvent, c'est du renforcement des muscles biarticulaires. Là, pareil, ultra compliqué. En gros, un muscle biarticulaire, c'est un muscle qui traverse 2 articulations. Par exemple, là du coup, je vais parler du droit fémoral. Le droit fémoral, c'est un des muscles qui fait le quadriceps. Normalement, quadriceps, la cuisse. C'est assez connu, mais en gros, c'est ta cuisse, la partie avant de ta cuisse. Et tu as une partie qui va s'insérer
qui va traverser le genou et une partie qui va traverser la hanche. Et donc ta jambe arrière, eh ben, elle stimule quand même pas mal ton droit fémoral. Et là, il est en train de se dire, mais où est-ce qu'il va en venir? Et en fait, le rôle de ces muscles biarticulaires, et ça, j'ai échangé avec Alexis Beck là-dessus, justement, c'est que le rôle en fait de ces muscles biarticulaires, eh ben, c'est aussi de mieux répartir tes contraintes. Okay, et donc, ce speed squat nous permet aussi de travailler là-dessus. C'est que si tu as des douleurs au pied, des douleurs au genou, c'est peut-être aussi parce que, pas parce que ton pied n'est peut-être pas assez fort, mais peut-être parce que tes contraintes, elles ne sont pas correctement réparties. Et donc, on travaille sur ces muscles qui traversent deux articulations. Donc là, sur la partie avant, mais on l'a aussi fait sur les ischios parce que tes ischios aussi sont biarticulaires, ils traversent le genou et la hanche. Ouais. Et donc, ça, on va en parler dans le bloc suivant. Mais donc, c'est pour ça aussi que ce speed squat est quand même ultra intéressant. Et sur ta jambe avant, il va aussi stimuler ton quadriceps, certes, mais aussi tes fessiers. Après, tu vois, pour le coup, moi, sur le speed squat, je me suis full focus sur la jambe avant. Limite, je mettais une petite inclinaison. Il est en train de pleuvoir, super. Je mettais limite une petite inclinaison du buste en flexion de hanche pour vraiment m'attarder sur la jambe avant. Voilà, tant qu'il ne respecte pas ce que je programme. Non, en fait, même pas. C'est que je me suis dit, ça va m'obliger à faire vraiment de l'unilatéral, tu vois. Ouais. Et parce que je sais que si je mets la force sur les deux jambes, là, je suis encore plus fort. Voilà, c'était pas l'intention qu'on voulait, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en mode, si tu veux, par exemple, sur du split squat, comparé à de la reverse lunge, ouais. Mec, je mets beaucoup plus lourd sur de la reverse lunge que sur du split squat. Hein. Ouais. Mais il y a genre 10 kilos de plus des différences. Hein. Je sais pas pourquoi. Je suis beaucoup plus à l'aise. Et enfin bref, et on l'a fait dans une amplitude normale, c'est-à-dire j'étais au sol. Mon genou arrière touché au sol, alors que en évolution, potentiellement, on pourrait surélever le pied avant, comme ça me fait descendre plus bas et on travaille plutôt en étirement. Mais on l'a pas fait parce que le premier lift c'était un split squat, un cycle squat, voilà. Et que du coup on avait déjà cette stimulation avec beaucoup d'étirements. Donc voilà, on varie les angles pour renforcer le tout dans sa globalité et pour qu'il y ait le meilleur transfert après sur ta course. Et puis que ça nous laisse aussi de la marge pour progresser les exercices. Ouais, exactement. Dernier bloc, du coup. Dernier bloc, j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses simples. Donc là, on a travaillé, comme je l'ai un petit peu teasé, sur les ischios. Ouais. Sur les ischios. Donc, dans une position de bridge, donc en gros, pour illustrer, c'est simplement, tu es allongé au sol et puis tu viens planter tes talons dans le sol pour décoller les fesses, donc avec les genoux légèrement fléchis. Et juste faire ça, déjà tu vas bien. Est-ce que là tu vas m'engueuler si je te dis que je l'ai fait des fois fléchi, des fois un peu tendu? Les lignes de tissu. Donc c'est ça je simplifie pour nos auditeurs. Ouais. Après sinon, les gars, sinon on prend un suivi et puis... non mais en fait c'est ce qu'on a dit dans Ne sois pas marié à des exercices. Absolument. C'est que là, tu me dis de le faire les jambes fléchies, mais il y a des moments où je le faisais genoux fléchis à 90 et d'autres à mais aussi plus que 90. Mais aussi parce que tu es coach, parce que tu es expérimenté et que tu connais tout ça. Puis j'explore aussi. Mais c'est vrai que, en fait c'est pas faux ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire. Mais c'est vrai qu'avec quelqu'un qui est athlète et qui est pas coach, en fait... oui. En fait, je lui laisserai pas cette marge de manœuvre là, pas parce qu'il n'est pas capable de faire, simplement parce que en fait, la prépa physique, ça reste 20% de son temps, qu'il faut qu'on aille droit au but, que ce soit efficace. Donc voilà, on y va, tu fais ça, tu n'as pas à réfléchir. Et puis de toute façon, toi si tu es athlète et que tu nous écoutes, toi, tu n'as pas envie de mentaliser ta prépa physique, tu veux y aller, faire ton truc et partir. Et voilà, c'est ça. Donc cette position de bridge, allongé au sol, je viens planter mes talons dans le sol pour décoller mes fesses. Donc déjà juste là, tu vas sentir tes ischios qui travaillent. Et là, la petite subtilité qu'on a fait, c'est que on a mis de la rotation du genou, de la rotation du coup du tibia vers l'intérieur et vers l'extérieur pendant qu'on tenait cette isométrie. Pour faire ça, on a mis un bloc entre les genoux pour que du coup les hanches elles bougent pas et qu'il y ait vraiment que les tibias qui tournent. Et ça, du coup, ça nous permet d'avoir ce renforcement ischio.
donc renforcement des muscles biarticulaires qui permettent de soulager et mieux répartir les contraintes après sur ton pied quand il court. Et puis de pallier à tout ce qu'on t'a fait sur la chaîne antérieure aussi. Exactement. Et puis la rotation, eh ben, elle nous permet de travailler certes sur le genou, parce que oui, si jamais tu ne le savais pas, ton genou tourne. et puis, ben, qu'est-ce qui fait tourner tes genoux? Eh ben, en fait, c'est tes ischios. Et tes ischios, ben, il y a plusieurs groupes musculaires. Et le fait de tourner ton genou un coup vers l'extérieur, un coup vers l'intérieur, nous permet de cibler ces différentes zones des ischios. Et j'ai même envie de te dire, teste-le dès que tu peux. Si tu peux le faire en même temps que tu nous écoutes. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. Rien du tout. Et si tu ne peux pas le faire actuellement, fais-le dès que tu vas la prochaine fois à la salle. Tu vas te rendre compte à quel point, avec un seul et même exercice, on peut cibler tellement différentes choses. Tu te mets sur le dos, les talons dans le sol, tu lèves les hanches et ensuite tu tournes tes orteils vers l'extérieur, donc ton genou vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Tu vas sentir la force, on va dire, la ligne de force à l'arrière de la cuisse qui va être plutôt vers l'intérieur ou plutôt vers l'extérieur en fonction de la position de ton genou. Ouais, et ça, c'est super intéressant pour comprendre grossièrement les lignes de tissu et pour comprendre qu'en fait, un exercice, c'est plein de choses et c'est pas une chose. Exactement. Donc voilà. Moi, quand je le fais avec mes clients, j'aime bien justement, pendant qu'ils font, je mets ma main au niveau de leur ischio pour que du coup, déjà ils sentent le contact avec ma main. Donc, tu vois, ça leur donne comment dire, un retour sur ce qu'ils doivent activer. Et puis du coup, ils sentent que, je sais pas comment dire, mais que la contraction se déplace. C'est pas la même, mais ça se sent. Pendant qu'ils font la rotation. Juste de le faire, ça se sent énormément. Et du coup, cet exercice-là, on l'a combiné avec une variante de relevé de mollet. Que j'ai fait totalement normalement. C'est vrai? Oh, je vais te défoncer. Je suis trop nul sur les mollets. Ah, je vais te défoncer. Comment tu peux être nul sur les mollets? Mais mec, je suis nul. Oh là là. Bon, alors. Je l'ai fait au poids de corps pendant 6 semaines. Alors, le taf qu'il devait faire sur les mollets, parce que du coup, voilà, moi je sais, c'était placer son pied dans une certaine position, même avec une rotation du bassin, simplement pour travailler spécifiquement sur le pied. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en audio, c'est impossible d'expliquer ça et puis que ce serait trop compliqué. Mais voilà, donc pas faire juste du relevé de mollet pour faire du relevé de mollet, mais jouer avec le positionnement à nouveau pour cibler d'autres zones du pied, d'autres lignes de tissu. Je pense que c'est assez simple à comprendre. D'autres amplitudes. Donc voilà. Mais il ne l'a pas fait, donc juste au moment où on va cutter la caméra, je vais le défoncer. Et donc sur la deuxième séance. C'est moi qui va le défoncer en vrai. Sur la deuxième séance. La deuxième séance, en vrai, c'est simple. C'était la même structure. Comment je fais pour. T'as juste à cliquer sur le vendredi. Ah, c'est sur le vendredi la séance. C'était archi simple ce qu'on a fait sur la deuxième séance. Comme tu viens de le dire, on a fait exactement la même structure. Même schéma, mais on a changé les lifts. Voilà, donc, et on a changé le focus. Le focus, c'est-à-dire la première semaine, plutôt séance, on était chaîne antérieure, genou. Donc chaîne antérieure, ça veut dire avant du corps, donc les quadriceps, même s'il y avait un petit peu de, il y avait de à la toute fin, c'était pour pallier justement. Il y a, on va dire 80% de chaîne antérieure, 20% de chaîne postérieure. Exactement. Et là, on a fait l'inverse. Donc 80% de chaîne postérieure et 20% de chaîne antérieure. On a regardé la même structure et on s'est attardé sur quoi, Nathan? Mes pieds, mes chevilles, c'était les plus douloureux. On a gardé les mêmes exercices au niveau des pieds et des chevilles. Pourquoi? Parce qu'il faut répéter, il n'y a pas de secret. Et pour le coup, je pense que ça a vraiment super bien fonctionné d'avoir gardé ces exercices en manageant les autres exercices de force. Ouais. Par rapport à la chaîne postérieure ou la chaîne antérieure. Parce que si je l'aurais fait qu'une seule fois, je pense qu'il n'y aurait pas eu assez de fréquence dans la semaine pour que mes douleurs diminuent et que Et même 2 fois, on sait que c'est presque pas assez. Presque pas assez, ouais. Des fois, je le faisais un peu chez moi. Je pense que si tu fais 2 fois et que t'es pas répondeur, il faut passer à 3. Ouais, de ouf. Donc on a gardé la même structure. Sur le lift principal, donc lift de force, on a mis une variante de RDL. Ouais. Donc en gros, on a fait un RDL pied décalé. Donc du coup pour travailler sur une seule jambe. Alors ça pour le coup c'est une variante quand même qui est assez avancée en termes de niveau et d'expérience requise. Donc tu pourrais très bien faire la même chose toi qui nous écoutes avec un RDL normal. Ouais, ou alors qu'avec une seule jambe au sol, même pas les pieds décalés, comme ça tu es sûr
d'être sur une seule jambe et tu mets pas lourd, quoi. Moi, le problème que je trouve à ça, c'est que tu perds en stabilité. Et du coup, tu développes potentiellement plus la force. Du coup, tu mets moins lourd. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Gianni, ok, on va faire une version pied décalé. Oui, parce que là, l'objectif, c'était la force. La force, donc il faut toujours. être stable. Donc, pareil, on a fait la même progression, 5 RM pour aller progressivement vers du 3, 2 RM. Plus difficile quand même, parce que là, vu qu'on fait pied décalé, en gros, c'est un exercice unilatéral. Donc, une fois que tu as fait un 5 RM d'un côté, il faut aller faire le 5 RM. En fait, tu fais un DRM quasiment. De l'autre côté. Pour ton nerveux, c'est un DRM. Exactement. Donc, quand tu fais ça, d'unilatéral, de la force que d'un côté, tu veilles bien à commencer par le côté le plus faible et ensuite à faire l'autre. J'espère que c'est bien ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Ah, ça va. Et là-dessus, pour le coup, je faisais que la montée du deadlift à intention de vitesse maximale. Je partais du sol, poum, je la monte le plus vite possible aux hanches et là, je relâche la barre. Je fais pas l'excentrique. Combien t'as mis en charge? Je suis allé chercher 123. Ok, alors ce qu'il faut quand même, pour combien de reps en vrai. Pour combien de reps? 5 reps. Non, 3 reps. C'est solide. 3 reps à droite, 3 reps à gauche. Ce qu'il faut quand même noter là-dessus, c'est que il va vite, mais il va pas vite. Ça veut dire qu'il met l'intention d'aller vite pour développer le maximum de force. C'est tellement lent. Mais c'est lent parce que la charge le contraint à être lent. Et c'est là où toi, tu dois utiliser cette intention-là. Si tu veux maximiser tes gains en force, il faut que tu mettes cette intention de pousser ou de tirer ce que tu veux le plus fort et du coup le plus vite possible, même si la charge te contraint à être lent. Et ça, c'est ultra important. Il pleut, c'est le premier podcast sous la pluie. Ouais. On a fait sous la neige, mais pas sous la pluie. C'est vrai qu'on en a encore à filmer après. Ouais, putain. Donc, ça, c'était notre premier lift, histoire qu'on accélère un peu. Et qu'on ne soit pas trempé. Sur la mobilité, de pied, comme on a dit, on a gardé la même chose. Deuxième bloc, on a fait du Nordic Curl en isométrie. Ça, c'était salaud, ça. Ça a bien fonctionné. Nordic Curl, donc, ou Nordic Hamstring. Donc le principe c'est simple, imagine tu pars à genoux au sol, tes pieds sont bloqués et puis toi tu descends ta poitrine en direction du sol. Donc déjà ça te fume les ischios. Exercice très très difficile et donc là ce qu'on a fait c'est juste se mettre dans la position qu'on peut tenir, où on peut résister et tenir en isométrie. Et on a fait juste ça. Et moi, j'ai varié les amplitudes au niveau de la flexion de hanche. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait des fois totalement le buste relevé et des fois une flexion de hanche vers l'avant. Et ça, une nouvelle fois, ça nous permet de travailler sur cette fonction biarticulaire des ischios parce que tes ischios, ils font bosser ta hanche et ton genou. Et une nouvelle fois, ça te permet du coup derrière, à Gianni, en course, de mieux répartir ses contraintes. Et de limiter, on va dire, les bobos qui peuvent apparaître quand il fera sa MCC, 40 bornes, 2600 dénivelé positif. Sachant que je suis une grosse brêle sur le Nordic Curl. Mais mec, c'est tellement dur. Je suis nul. Mec, j'arrivais à tenir 45 secondes à des moments. C'est bien de ouf. Ouais, je suis trop content. Après, je pense que l'amplitude... Sans élastique? Sans assistance? Je mettais des PVC, mais en fait, je les décollais du sol et c'est si jamais... si jamais tu tombais? Ouais, je mettais les PVC au sol. Moi, je sais que c'est après le croisé, quand je me suis vraiment mis à blinder mes genoux, j'ai commencé à faire cet exercice. Là. Mec, je suis passé d'une amplitude genre minuscule à aller toucher la poitrine au sol et revenir. Ok, il y avait un petit peu de flexion des hanches. Mais par contre, aujourd'hui, je sais que je peux encore le faire alors que je l'entraîne plus trop dernièrement. Parce que vraiment, tu sais que sans la flexion de hanche, c'est pas du tout pareil. Avec une extension de hanche même. Oui. Tu gardes l'extension de hanche à bloc, tu descends. Wow, c'est pas du tout pareil. Mais je pense qu'en pratique, c'est quasiment impossible. En pratique, oui, je pense. De garder l'extension de hanche, je pense que c'est quasiment impossible. Et tu tires tellement fort sur ton ischio qu'en fait, il vient déplacer ta hanche. Ouais, exactement. Il vient te tirer les fesses. Ouais, je suis grave d'accord avec ça. Et j'ai rajouté juste, tu m'en voudras pas, mais des fois j'ai fait de l'EQI. Excentrique quasi isométrique? Ouais, tu peux. Je suis allé chercher l'échec, c'est-à-dire qu'au lieu de tenir et de m'arrêter à 45 secondes, à 45 secondes, j'ai dit Inch'Allah, ça tient encore 10 secondes. Et puis mon corps, il se rapprochait progressivement du sol jusqu'à quand je faisais le bisou au sol, quoi. EQI, ça veut dire que en fait, au fur et à mesure que tu tiens, la fatigue s'installe et toi, tu commences à céder, à descendre. Mais tu gardes l'intention de rester, en fait, de ne pas tomber. Mais au bout d'un moment, ça descend et puis tu es au sol. Voilà. Mais l'intention, c'est quand même de freiner sur toute l'amplitude. Donc ça, c'est bien. Et du coup, on a eu une belle progressivité. Très belle progression.
Et ça a bien fonctionné. Comme d'habitude, je tiens juste à dire, on a gardé Voilà. nos exercices Bien dit, ce que de j'allais mobilité du pied, ok, on retourne pas dessus parce que c'est ce qu'on a déjà, on en a déjà parlé avant. Et du coup, vu qu'on a gardé la même structure, Et tu l'auras compris, Et ben sur la tu fin, l'auras compris, on a refait du travail. au niveau des genoux, vu Au qu'on niveau- a travaillé que sur la chaîne postérieure Voilà. juste avant. Donc on a fait du 6-6 squat. Alors 6-6 squat, oh, difficile à expliquer. 6-6 squat, c'est en gros tu vas garder tes hanches en extension, donc tes hanches verrouillées, en serrant bien les fesses. Et puis en fait, bah, tu viens descendre tes genoux en direction du sol. Donc ce qui fait que tu as vraiment tout le haut du corps qui est aligné. Et puis tu n'as que tes genoux qui se plient. Et donc bah, ça te crée un gros étirement au niveau des quadriceps, donc de la partie avant de ta cuisse, au niveau du genou et puis même au niveau de la hanche. Et là, on a commencé par un gros tempo, 3 Ouais. secondes de descente, 2 secondes de pause en bas. Mais, juste pour préciser, pour ceux qui connaissent le C6 squat, je le faisais pas assister au niveau de la force, mais assister au niveau de l'équilibre. Ouais. J'étais dos à un poteau et je laissais glisser mon dos, dos à un poteau. Ouais, selon moi, c'est la meilleure variante. Vraiment. C'est un peu comme si. Tu sais, tu vois la machine de hack squat. Ouais. Bah, en gros, c'est du hack 6 squat. Ouais, vraiment. Et Non, là, c'est le meilleur truc que tu puisses faire parce que tu es stable, Ouais. donc tu peux développer de la force. Et là, je suis monté quasiment jusqu'à 35 kg sur 8 reps. Hein. Mais moi, je comprends même pas que les gens ne fassent pas cet exercice-là. Ouais. Parce qu'il est simple en vrai. Parce que le 6-6 squat, en free, sans assistance, ou même en tenant avec une main à rack, moi je trouve ça pourri. Je trouve ça, En vrai, ça va, mais avec de la charge, c'est chaud. moi j'aime pas parce que je trouve que tu es trop instable, c'est trop difficile de gérer ton équilibre. Donc je préfère m'appuyer à un support. Ouais. Et là du coup, bah, je sais que je vais pouvoir tabasser sur Oui, mes, là, sur par mes contre, tu jambes. peux En fait. tabasser, oui. Donc 6-6 squat, on travaille sur les cuisses, sur la hanche, on travaille de nouveau sur ce droit fémoral qui permet de mieux répartir les contraintes. Et derrière, encore des mollets. Et derrière, bah, de nouveau une variante de relevé de mollet que tu as dû faire normal du coup. Voilà. Et l'idée qui ne sera pas mise en œuvre par Gianni, mais c'est à nouveau de travailler sur différentes lignes de tissu de notre pied, de notre cheville. Et voilà. Si, donc- mais là, on peut le dire quand même. D'habitude, les relevés de mollets, on les faisait debout et là, on les a fait allonger sur le dos. Ah ouais, oui, c'est vrai. Là, ah oui. je l'ai fait comme ça quand même. Et donc, le fait de faire ça, ça met un gros accent sur... en fait, c'est la même chose que j'expliquais tout à l'heure, la position de bridge. Ouais. Donc, tu imagines que tu es dans cette position de bridge avec le pied, par exemple, sur un rouleau de massage. Et puis, tu viens uniquement pousser avec ta cheville pour faire tes relevés de mollet en étant allongé. Et ça arrache. vraiment, ça t'arrache Ça crampe de la partout. cheville et ça t'arrache les ischios. Il se fait trop mal. Donc, voilà pour ta prépa physique. Bilan, peut-être quand même. Et le bilan, c'est à toi de le faire. Donc ça fait deux mois. Bilan, ça fait bientôt 2 mois là, je crois que ça fait 7 semaines. Ouais. Bilan, progression en force, il n'y a pas photo. Ouais. Je suis parti sur du 5 RM à 83 kg, je crois. J'ai réussi à monter sur du 5 RM quasiment à 88. Ouais. Voilà. Et sur du 3 RM, je suis monté sur du 93 kg. Et là, hier, je devais faire un 2 RM avec 1 seconde de pause. J'ai mis 94, j'ai échoué la deuxième rep. Ok. Donc voilà, mais je pense que sur du 1 RM avec 1 seconde de pause, je peux faire un 95, voire un peu plus. Et sans pause, je peux aller chercher peut-être 97, 98. Donc belle progression en force quand même. C'est Ouais. dans ce que j'avais l'habitude de faire. Mais j'ai réussi à augmenter progressivement à chaque semaine. Au niveau des orteils, beaucoup plus de sensations au fur et à mesure des semaines. Donc j'ai réussi à trouver ces différents pourcentages. J'ai réussi à contracter de la bonne des manières. À créer la connexion. Voilà, exactement, à créer la connexion. C'est exactement ça, vraiment. Et de plus, j'ai pris de la force au niveau des orteils. Et du coup, si on en vient à la blessure qui était les petits coups de poignard sur Ouais. le pied, je n'ai plus du tout ça. Ok. Mais avant, c'était assez fréquent quand je marchais même des fois. Mais c'était à un moment bam, instantané et puis après ça partait d'un coup. Là, maintenant, je ne l'ai plus du tout. Je pense que l'isométrie a vraiment détendu la zone du pied. Parce que c'était aussi le but. Ouais, c'est ça, Et là- c'est de renforcer et de créer de l'espace un Et peu. créer de la relaxation, ouais, aussi. Ouais. Et tu sais, relaxation tendineuse. Et là, franchement, ça a vraiment, vraiment, vraiment bien marché. Ok. 100% bien marché, j'ai plus mal aux pieds.
Donc voilà pour la force. Les fentes, je me sens de mieux en mieux. Le deadlift, je me sens de mieux en mieux parce que j'ai progressé aussi. Je suis parti sur du 110 kg, j'ai réussi à atteindre du 120. Tu mets les sangles de tirage pour le deadlift? Non, je fais du hook grip. Bon. Et ça me limite pas du tout. Bon bah déjà ça veut dire qu'il y a quand même un gros grip, tu vois. Ouais, non mais ça me limite pas du tout, je Ok. fais hook grip. Hook grip pour ceux qui connaissent pas, c'est index majeur, patte sur le pouce en entourant la barre. Ça fait un cadenas. Ah ouais? Moi tu sais que des fois je fais comme ça mon grip. C'est vrai? Non. Je te jure. Des Ouais, fois, en je fais vrai, ça. Si, des fois je fais ça. Des fois je me rends compte que mon index il sert à rien. il tient pas très bien et du coup c'est vrai que des fois je suis plus comme Ok. ça que... Donc majeur annulaire. Index majeur annulaire sur le pouce. Je vais sur la Mais barre. c'est vrai que ouais normalement, mais ouais ça veut dire qu'il faut quand même une bonne mobilité de pouce pour faire Ouais, pour mais en attraper fait, honnêtement, le grip n'a jamais été un facteur limitant sur mon deadlift. Ou alors à très très lourd Voilà. sur beaucoup de reps. quoi. Gianni le premier coureur avec un grip de foie. Hein. Donc voilà sur le grip, grosse progression sur le deadlift, grosse progression sur le Nordic curl. Là avant j'étais nul, maintenant je sens que je suis nul, mais que c'est un peu mieux déjà, que j'arrive à maintenir une position. Puis t'as pris, attends. J'ai pris, hein, j'ai pris. Et par contre le 6-6 squat, énorme progression. Surtout que je le faisais en fin de séance, donc j'avais plus de jus. J'ai commencé avec des kettles de 16 kg, maintenant je suis à 35-40 kg. Au total? Comment ça Ou par bras? Non, au total et, 80 kg en 6. et sur 8-10 reps avec 2 secondes de descente, 1 seconde de pause en bas. Ah, magnifique. Donc tu vois, c'est quand même pas mal en vrai. Ouais, magnifique. C'est plus que 50% de mon poids de corps. Donc en vrai, je suis bien content. Genoux, plus aucune douleur. Sensation en trail, beaucoup plus performant. Il Ouais. n'y a pas à chier. Est-ce que... ah mais ouais j'allais dire... non, En gros- t'as pas de capteur de puissance pour la course. J'ai- Mais pour le vélo par contre t'en as. Non, j'ai pas. Ah Je mince. l'avais pas non plus. Parce que ça si tu nous écoutes et que tu as un capteur de puissance par exemple et que tu es Bah, cycliste, tu vas voir la et diff. sur les watts tu vois la diff. Ah hein. oui, clairement. Sur les watts tu vois la diff, tu peux prendre 10-20 watts. Peut-être pas 20, mais ouais, sur du. Bah, si ça t'arrives dépend- à ça dé- gagner ça dépend de ton 5-10 niveau. watts, ouais, voilà. Parce que Oui. là un cycliste Un cycliste pro, il va gagner que- 5-10 watts, un débutant, il va gagner 10-20 watts. avec qui je fais de la prépa à Keep Up, je crois qu'il a gagné 20 watts. Ouais, bah, c'est. Mais ça fait depuis septembre qu'on travaille ensemble. Ouais, mais c'est pas étonnant. Mais parce que ouais voilà, Parce qu'il a pris de la force en fait. il a jamais fait de prépa. Mais parce que aussi, c'est simple. En fait, ça, c'est un. On le répète tout le temps en fait. J'ai l'impression qu'on va pas réinventer la roue. À la fois, on se répète, mais c'est parce que c'est des choses tellement importantes. C'est que le cycliste. Même, tu sais, moi, les cyclistes, ils me font trouver, ils me disent aujourd'hui, c'est séance force, je fais 40 minutes à 60 RPM. Grosse force, hein. Va faire du 3 RM en salle sur je sais pas, du back squat, Mais ou même pas, de, mais même de pas. leg extension. Mais même parce que j'allais dire, même sur une machine Ouais, guidée, voilà. va faire un 3RM. Va faire du 3RM, là tu vas faire de la force. Ça dure 10 secondes, tu as des charges maximales, tu utilises des unités motrices, donc comme on l'a expliqué sur le podcast sur la force, que ce soit les fibres musculaires et le système nerveux à une intensité maximale. Et donc, logiquement, ça va se retransmettre sur ton sport, le vélo, le trail, la course à pied, bref, voilà. Et pour en revenir à mon bilan, du coup, en montée, je suis beaucoup plus à l'aise, donc je pense que j'ai gagné des watts en montée. Ouais. En descente, j'ai pas trop implémenté du travail de descente, mais pour le moment, je suis plus à l'aise aussi. Au niveau de la stabilité et au niveau des pieds, j'encaisse mieux les chocs. Ouais. Donc voilà, tout le travail a bien fonctionné. Dernier point, pendant 1 mois et demi, 2 mois, la cheville allait mieux. Et là, ça fait 1 semaine, bah, ça revient. Donc- Honnêtement, je pense que ça n'a rien à voir avec la prépa. Ça doit être un peu plus psychologique et mental. Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment nerveux. Ça me fait vraiment mal là. Bah parce que on en a déjà parlé, mais la douleur aussi, c'est Bah, c'est multifactoriel. c'est pas que mécanique, c'est aussi... Et je pense, je me rends compte de plus en plus que c'est surtout dans le cerveau, Ouais. et que quand tu es stressé, quand le boulot ça va pas comme tu veux, et ben tu peux avoir des douleurs qui se réveillent, alors qu'en fait, T'as rien du tout. mécaniquement, l'architecture de ton muscle, de ton tendon, whatever, Ouais. et ben n'a pas changé en fait. Ah, là, j'ai vraiment mal quand même. Hein. Enfin, Donc, mais pour autant, c'est pas parce que ta douleur elle est psychologique qu'il faut pas faire le taf structurel Ouais. dessus, parce que dans tous les cas, ça va t'aider à allez, mieux. aller mieux. Donc voilà, Surtout que pendant 6 semaines, voire 2 mois, il y avait plus rien. j'avais pas mal du tout.
Mais vraiment, Par c'était contre, trop pas bizarre. ouf comme conclusion. Parce qu'en Bah, si. mode, ah, ça marche trop bien, mais en fait, ça marche pas. Bah, comme conclusion, alors là, je suis pas d'accord avec toi. Comme conclusion, c'est j'ai pris de la force, je me sens beaucoup plus performant et physiquement, je me sens beaucoup mieux en préparation physique et en trail. Juste les douleurs genoux, pieds, ça a énormément fonctionné. J'ai plus de douleurs, j'ai plus mal. Juste ce truc, je pense que ça n'a rien à voir avec le structurel ou quoi du tout, ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment nerveux et psychologique et mental, quoi. Mais ça met en lumière que le travail n'est pas fini et que, bah, en fait, traiter une blessure, ça s'arrête pas à partir du moment où tu as plus mal. Non, et ça s'arrête pas à partir du moment où tu fais du renfort, il y a plein d'autres choses à côté en fait. Exactement. Là, Juste- Ouais, vas-y. Moi j'aimerais rajouter quand même, parce que là on a parlé de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui va en salle. Mais le travail serait le même, Donc mais il serait simplifié. voilà, pour quelqu'un qui est moins expérimenté et qui va en salle, commence par des choses simples. Alors, isométrie positionnelle, c'est simple. Voilà, tu peux faire de l'isométrie, tenir des positions, très simple. De la chaise, mais bah voilà, c'est ça. Par on exemple, peut dire. tu peux faire de la force en chaise. Hein. Oui. Tu tiens 5, 10 secondes avec la charge max que tu Voilà, peux. c'est ce que j'allais dire. Ça, C'est c'est de la- qu'encore une fois, au lieu de faire des chaises de 5 minutes, bah, va en salle et prends du poids et fais de la chaise. Et fais Et une là, chaise- c'est plus pareil. Et fais une chaise de 10 secondes et tu vas voir, ça fait mal. Bah, tu vois, j'avais une cliente avec qui on faisait de la chaise, elle mettait presque 50 kilos sur 30 secondes. Ah, mais ça c'est des gens, c'est... Mec, je comprends pas. Tu sais Là, que moi, je pense que j'y arrive pas. Hein. là, en ce moment, on a un cycle où on fait de la chaise, là, à Keep Up. Et ouais, il y en a, ils prennent 2 x 30. Je pense que je prendrais 2 x 30 aussi. Hein. Ça arrache. Hein. Mais ça défonce. Pour Donc, 30-40 secondes de travail en plus. 4 ouais. fois. Ah, 4 aïe, fois. aïe, 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 aïe. Ah, là, ça pique. 4 fois. Donc voilà, si t'es moins expérimenté, fais de la force, structure tes séances, Travail aux machines même. travaille aux machines, fais des choses simples et vois sur le long terme. Ça, je pense, c'est important à le dire. Si tu te dis, je vais aller à la salle pendant 3 mois, bah, malheureusement, tu vas limiter tes compétences et tes capacités. Alors que si tu vois sur 6 mois, 1 an, tu vas pouvoir t'attarder sur de la technique et donc potentiellement te faire plus plaisir par la suite, encore plus progresser et aller chercher des choses un peu plus complexes, même si on l'a dit, complexe ne rime pas avec farfelu. Et la petite nuance, ça pourrait être que, bah ouais, il y a peut-être très certainement des phases dans ta saison où tu vas plus à la salle que d'autres. Oui. Typiquement, bah là en ce moment, Gianni, il y va que 2 fois. Ouais, À l'approche de la compète, peut-être qu'il ira que 1 fois. voire pas du tout Et- sur les dernières semaines. Et après, peut-être après son échéance, peut-être qu'il ira 3 3 fois. fois. Ouais, c'est même sûr. Voilà. Donc c'est T'as bien résumé parce que c'est ce ça. que je vais faire. Et puis, ben, dernière chose, c'est que du coup, on a parlé que du trail. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que le podcast dure 1 heure. Mais très bonne opportunité parce que du coup, ben, si tu es intéressé pour qu'on parle de ton sport d'endurance, tu fais du cyclisme, du ski de fond, bah déjà, les principes sont les mêmes. Mais on peut en parler plus en détail. Mets un commentaire, fais-le nous savoir et on fera cet épisode-là. Ouais, on fera l'épisode sur comment organiser sa semaine d'entraînement de préparation physique pour un cycliste, par exemple. Ouais, parler exactement. Et On peut parler tu vois, moi, c'est ce que je te dis, à Genève, à Keep Up, et ben, je suis un cycliste en collaboration avec Sav. En gros, il vient 2 fois et lui, il voit une séance, moi l'autre. Donc, Ok. on peut aussi parler de ce cas-là, tu vois. Ouais. Et même toi, dans l'organisation des entraînements en endurance, parce que là, du coup, on a parlé que de prépa physique. là, on a parlé que de la prépa, on n'a même pas parlé de comment imbriquer la prépa par rapport Mais bon, je pense que si on fait ça, bah, en fait, tu vas pouvoir faire le podcast tout seul parce que Ouais, bah, j'aurais rien à dire. non, quand même, arrête. Mais voilà, en tout cas. Dernière chose, Nathan, ah, je vas-y. suis désolé, je sais que c'est long, mais je pense que c'est important parce que c'est une grosse part des sportifs d'endurance. Ils font comment ceux qui n'ont pas accès à du matériel pour développer de la force? Bah, ils font des choses simples, comme on a dit. Non, mais ceux qui n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de charge, ils font que du renfort à la maison, ils font comment pour développer de la force? Tu pousses contre un mur. Voilà, donc soit tu fais de l'isométrie, overcoming, mais en réalité, bah, tu diminues drastiquement tes possibilités de développer de la force. Ah, mais si t'as rien pour faire le taf, tu peux déjà avoir des gains de ouf en faisant ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que faire 120 squats dans la séance, monter des escaliers 200 fois, faire de la chaise pendant 5 minutes, c'est moins intéressant que faire de l'overcoming si tu n'as pas de charge, Ouais. faire des sauts le plus haut possible, Ouais, bah ouais. faire des sprints. En fait, il faut voir toujours la même chose, c'est le continuum.
tu fais tout le temps de l'endurance, tout le temps de l'endurance de force, si tu veux appeler ça comme ça, appelle ça comme ça. Là, va chercher de la force pure et dure, des efforts courts et très intenses. Donc, fais de l'overcoming, fais des séries courtes, mets de l'intention maximale, fais du sprint, mais arrêtez avec vos exercices à nombre de reps incalculable et à temps de maintien indéfini. Ah bah moi je fais 50 reps parce que, attends mec, je suis trailer. Voilà, c'est ça qu'on entend et c'est dommage. C'est dommage parce que... Ça commence à changer quand même. Hein. Oui, ça commence à changer et le plus malheureux ou le plus heureux en fait, c'est que quand les gens ils s'y mettent, ils se disent ah ouais c'est vrai que j'aurais pas pensé. Mais ouais, mais la force c'est la qualité mère en fait. Il n'y a pas de secret. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Petit podcast sous la pluie, c'était le premier. On est un peu humide. Non, bah ça va, je suis habillé. Pas toi, t'as la veste de tes clients qui t'offrent. Mon salaud. N'importe quoi. Il lui offre des vestes, ses clients. Oh. Mais non, mais je t'ai raconté l'histoire. Mes athlètes là-haut, quand est-ce que vous m'offrez des vestes? Ah, enfin, c'est gênant, on coupera ça. Merci de nous avoir écoutés. 5 étoiles, partage, like, commente. Fais-nous des retours, tag-nous en story. Regarde les liens dans la bio et ciao! Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine!